Camille de Reyck. Excellent après-midi, café parisien, une nouvelle fois, en compagnie d'un compositeur, Régis Campo. Bonjour Régis Campo. Bonjour. Régis Campo, la question bête d'usage avec un compositeur, c'est de savoir ce qui constitue son langage. Alors c'est vrai que quand on examine un peu votre dossier et qu'on lit toutes les figures d'Épinal qui qualifient votre musique, il y a des termes qui reviennent souvent, comme par exemple inventif et ludique. Oui, c'est ma croix, mon destin. Mais finalement, les étiquettes, c'est intéressant. Je peux les enlever, les recoller, mais c'est déjà pas mal d'avoir une étiquette. Je l'ai un peu cherché, je dois dire. Donc, je plaide coupable. Mais il se trouve qu'à une époque, quand j'étais au conservatoire, il y avait plusieurs forfaits comme les téléphones et personne ne voulait le forfait ludique. Et c'était le moins cher, évidemment. Donc j'ai pris le forfait, puis finalement, c'est un abonnement que je reconduis tous les 10 ans et qui me va très bien, merci. Alors la question évidemment qui se pose à ce stade-ci, c'est comment accepter cet élément de ludicité sans compromettre à la fois son langage et puis la profondeur qui est toujours recherchée. J'aimerais qu'on parle peut-être d'abord de votre opéra, Key West. Vous nous expliquiez d'abord d'où vient l'idée, comment vous avez adapté cette pièce de Coltès et surtout quelles ont été les circonstances de sa création. Oui, alors il y a beaucoup à dire. Donc en fait, c'est une commande conjointe de deux opéras, l'opéra de Nuremberg et l'opéra de Strasbourg, l'opéra du Rhin de Strasbourg. Et ils m'ont proposé, en fait, ils cherchaient vraiment un compositeur et ils tâtonnaient vraiment, ils ne trouvaient pas. Puis finalement, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, s'il vous plaît, acceptez, on voudrait que ça soit vous, vraiment. Ça m'est tombé du ciel. Et Coltès, évidemment, je pensais que c'était inaccessible, je savais que c'était compliqué aussi pour l'adaptation, pour les autorisations, tout ça, mais j'ai rencontré François Coltès, ça s'est très bien passé, et il y a eu un gros travail d'adaptation pendant 1 an et demi, on a avancé pas à pas, et donc j'avais des idées extra coltésiennes, disons, donc, par exemple d'écrire un trio pour 3 sopranos. Évidemment, je pensais à Richard Strauss. Et voilà, donc j'ai tiré la pièce vers moi. Je suis très éloigné de l'univers très noir de Coltès, tout en sachant qu'il souhaitait mettre de l'humour dans sa pièce. Je peux le comprendre, mais c'était assez difficile d'en trouver. Donc j'ai essayé de tirer vers moi des situations qui devaient être des situations d'opéra. Il y a quand même une convention à respecter à l'opéra. Il faut jouer à l'opéra, sinon on fait une réflexion sur l'opéra et on ennuie tout le monde, soi-même en particulier. Alors, il y a cet opéra de Richard Strauss qui s'appelle Ariane Anaxos, dont le prologue met en scène un compositeur qui se rend compte que finalement la création est une forme de dépossession de l'œuvre. Et je crois que, sans révéler des secrets bien gardés, ça a été aussi un peu votre expérience. Oui, parce que quand on est en pleine création d'opéra, on est dans des psychodrames. Donc ça, rétrospectivement, c'est assez drôle. Donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup de tensions, en particulier avec le metteur en scène. Et puis, il y a aussi l'histoire d'ego, où tout le monde veut tirer la couverture à soi. Et c'est le rôle du compositeur, tout en acceptant évidemment que c'est un travail d'équipe, un travail avec des chanteurs, et être avec les chanteurs, aimer écrire pour la voix, être avec tous les corps de métier d'opéra, parce qu'il y a des métiers formidables à l'opéra, du costumier jusqu'au l'ingénieur du son, le régisseur, enfin c'est des gens formidables, l'orchestre, le chef d'orchestre, et puis toute l'équipe administrative des deux opéras. Régis Campo, il y a une comparaison qui va peut-être pas vous flatter, mais quand on convoque cette ludicité, puis aussi le côté facétieux des titres de vos pièces, il y a un autre compositeur français auquel on pense instinctivement, ce serait Erik Satie. Ah, mais vous savez, je viens d'écrire un petit texte sur Erik Satie pour un journal japonais, un magazine japonais. Eh bien, je dois dire, une vénération pour Satie. J'ai même fait un dimanche très pluvieux, fait un pèlerinage devant son immeuble, là où il avait son 10 mètres carrés à Arcueil. À un moment donné, quand j'étais tout petit, d'ailleurs, quand je commençais à écrire, j'ai improvisé dans le style de Satie sans connaître Satie.
je sais pas, je faisais un sort de transfert avec Erik Satie, mais qui s'arrêtait très vite parce que sa vie était quand même malheureuse. Mais je veux dire, j'ai une fascination pour lui. On va poursuivre peut-être dans l'exploration de votre œuvre et peut-être réfléchir ensemble à la question de la forme, parce que quand on voit, bon évidemment vous avez traité l'opéra qui est une forme un peu pachydermique et figée, mais quand on voit l'instrumentarium de certaines de vos œuvres, il y a à la fois une diversité puis aussi une recherche d'originalité. Ça fait partie du geste de création évidemment, ça vous amuse? Oui, parce qu'il faut toujours... Alors c'est difficile parce qu'il faut suivre les conventions d'opéra, qui sont assez lourdes aussi. Il y a aussi les contraintes avec les voix, parce qu'il y a des voix très différentes. Il faut composer pour les voix, ce qui est formidable aussi. Donc on doit être dans l'attitude de corriger, d'adapter. Et à la fois, il faut trouver quelque chose de frais aussi. Donc c'est un peu contradictoire comme travail. Mais tout se fait en même temps, c'est ça qui... Et on est à l'écoute de beaucoup de collaborateurs qui ne sont pas forcément musiciens, ça c'est très important, qui parlent musique, mais avec de la lumière sur scène. J'ai beaucoup travaillé avec les chanteurs, avec Mireille Delinge, Fabrice Di Falco, Julien Bert, Paul Gay, mais c'est des chanteurs vraiment formidables et humainement qui m'ont apporté... et qui m'ont aidé à composer. C'est que Paul, d'ailleurs, me faisait écouter le solo de Boris avec ses cordes dans l'aigu et ça m'a beaucoup aidé pour son rôle. Enfin, j'ai eu beaucoup d'échanges. On va écouter un extrait de Key West, justement, votre opéra d'après Bernard-Marie Coltès, puis on vous retrouve tout de suite après. Key West de Régis Campo et aussi un peu quand même de Bernard-Marie Coltès. Régis Campo, parmi les compositeurs qui vous ont marqué, il y a évidemment Gérard Griset avec qui vous avez travaillé. Là, on est vraiment dans la musique spectrale. Il y a aussi un compositeur peut-être
plus inqualifiable qui est Chelsea, là un des papes de la ligne italienne de la musique des années 50. Alors comment est-ce que finalement on convoque et on amalgame toutes ces influences? C'est très difficile. Il y a des influences contradictoires. Je pense que Stravinsky avait des influences aussi contradictoires. Que ce soit Tchaïkovski, il faut bien, oui, c'était bien influencé par Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, Debussy, Scriabine. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit se nourrir de contradictions. Oui, disons qu'en ce qui le concerne, il a pu composer un opéra néoclassique comme The Rake's Progress et écrire de la musique strictement dodécaphonique. Exactement, et je pense que c'était même pendant qu'il terminait The Rake's Progress, c'était un cycle qu'il terminait, mais il avait déjà dans la tête l'après quelque part. Je comprends tout à fait qu'il ait fait ce Rake's Progress. C'était toujours ce désir d'épater. C'est ce que disait Diaghilev, écris-moi ce que tu veux, mais étonne-moi. Donc il fait le Sacre et il ne va pas refaire le Sacre, justement. Il va s'amuser à faire Pulcinella. C'est ça la création qu'on retrouve dans la démarche d'un Ligeti aussi, qui m'a beaucoup influencé dans le fait d'avoir plusieurs périodes dans sa vie. Quelle tristesse de composer un même style de musique toute sa vie et rester comme ça dans sa chambre. Non. Mais alors justement, il y a chez vous et chez les compositeurs que vous nommez un certain goût de la facétie. Oui, j'ai remarqué, oui. Alors j'ai un terme aussi qui est pas très chic, mais je pense très, très fortement. Il y a un humour et puis il y a quand même une érotisation de la musique. Chez Stravinsky, le sacre, c'est quelque chose de complètement sexuel. C'est ce que Stravinsky ne voulait pas se l'avouer, mais que Béjart comprenait très vite, et même Diaghilev d'ailleurs, et Nijinsky. Et plus tard Pina Bausch. Exactement. Peut-être, vu que vous parlez de vertige et que le vertige nous emmène vers Vertigo, parler de cinéma, Régis Campo, cette traduction musicale de ce qui est visuel, quand on travaille un opéra, évidemment, on y pense. Il y a aussi la logique de la musique à programme derrière ce qu'on veut exprimer comme image. Et justement, dans vos titres, il y a énormément d'images. C'est quasiment, si pas des haïkus, mais en tout cas quasiment des romans, des débuts de romans. Oui, j'ai remarqué ça très fortement. Il y a aussi une envie de dramaturgie. Et souvent, je pense à des personnages, même pas des personnages rythmiques comme le disait Messiaen, mais des vrais personnages, aussi bien de commedia dell'arte ou d'une comédie ou dramatique italienne, un Fellini. Et parfois, j'ai même des motifs ou un matériau musical que je prends pour des personnages et je raconte une sorte d'histoire. C'est déjà très opératique et sans me comparer à Mozart, je crois que même quand on écoute un concerto pour piano, c'est des mini-scénettes d'opéra finalement, sans parole. Alors justement, parlons-en de Mozart. Et évidemment, on peut comparer personne à Mozart, ce serait vraiment dégueulasse de faire ça. Mais quand on voit qu'il écrit sa symphonie de Linz en 3 jours et que quand des scientifiques demandent à un copiste simplement de retranscrire cette partition, on se rend compte que le copiste n'arrive pas à la retranscrire dans le délai auquel il a été composé. Et qu'en comparaison, on voit votre corpus qui a un âge qui est le vôtre et qui n'est pas encore très avancé et pléthorique. On se demande comment vous faites pour composer autant. Bon, je sais, il y a un travers. Je veux surtout pas trop composer comme peut-être l'a fait Darius Milhaud ou Charles Koechlin aussi. Milhaud, on est à l'opus 1027, je pense. Oui, oui, ou Villa-Lobos. Donc il y a des situations extrêmes lorsque, par exemple, il compose 2 quatuors à cordes qu'on peut superposer en octuor. Et c'est assez inécoutable. D'ailleurs. Il y a des choses magnifiques chez Milhaud, mais... Bon, à l'autre extrême, il y a Bach aussi. Non, oui, évidemment. Mais alors là, moi, c'était très clair dès le début. C'est la vie. Il faut composer. C'est pour ça que j'adore Simenon aussi, cette manière d'écrire. Je suis très contrarié que, par exemple, un génie comme Hergé ait ralenti sa création. Ça, je ne peux pas le comprendre. On peut le comprendre quand même. Mais contre... on disait par exemple que San Antonio écrivait 20 feuillets par jour, Simenon en dictait 60. Ah oui, mais je trouve ça fascinant. Donc,
Parce que si on commence trop à se contrôler, dans une sorte de rétention boulésienne, on n'est pas sûr d'être gagnant pour sa postérité. Il faut laisser passer énormément de choses, il faut quand même se contrôler, mais il faut écrire, dans des directions très différentes. Et ma pièce Pop Art que j'ai faite très vite, je ne pourrais pas la refaire, mais voilà, c'est une de mes pièces qu'on joue souvent, mais je ne sais pas comment ça a été fait, mais peut-être parce que j'étais dans un bouillonnement, une énergie, il ne faut pas trop réfléchir dans la création. Alors ce qui est comique quand on met en parallèle votre œuvre et votre CV, on se rend compte qu'il y a une sorte de légèreté, d'amusement perpétuel, prime sautière dans votre œuvre. Vous êtes couvert de prix, vous êtes passé par la Villa Médicis, vous êtes joué par les plus grands orchestres, par Kent Nagano, chanté par des grands solistes. Enfin, bref, il y a une sorte quasiment de situation dichotomique. C'est un peu schizophrénique, c'est vrai. Ouais. Des moments, je suis un personnage et puis je suis un autre. C'est exactement comme Picasso ou Chagall qui s'entouraient de jeunes. Cocteau aussi. Peut-être pour des raisons différentes. Ah oui, peut-être. Bon, alors disons Picasso si vous voulez. mais ça, je comprends très bien le fait de sentir l'époque avec les jeunes. Ça, c'est incontournable. C'est quelque chose qu'on doit, dans la création, on doit connaître. Même si c'est des choses qu'on ne comprend pas, il faut sentir comment ils voient les choses à leur âge. Picasso était incroyable, c'est un modèle incroyable. Et Stravinsky aussi, quand on le voyait. Oui, quand on y pense, finalement, ce sont trois beaux vieillards. Trois beaux vieillards qui ont très bien vieilli, des très bons vivants, qui est très bien entouré. Et Simenon allait jusqu'à honorer, je crois, 3 prostituées différentes par jour. Oh oui, il avait une vie incroyable. Il a une bonne constitution humaine. Je crois qu'il en rajoutait quand même un tout petit peu, parce que vers la fin de sa vie, il devait se calmer. Pourtant, il tenait un registre dans lequel il indiquait les prénoms, les positions, et puis le prix aussi. Oui, il en parle dans ses dictées aussi. Mais alors, c'est drôle parce que, autant lui, il en parle, Picasso aussi, pavoisé, et d'ailleurs, il peignait avec qui il couchait. Par contre, les compositeurs sont très prudes, j'ai remarqué. Alors, ce qui m'avait beaucoup amusé, c'est que la dernière œuvre de Ligeti, une des dernières œuvres, c'était ce cycle pour mezzo-soprano et 4 percussions. Et cette chanteuse fantastique qui a créé cette œuvre nous faisait entendre quand même que Ligeti, qui était hongroise, nous faisait entendre vraiment qu'elle fascinait Ligeti et que quelque part Ligeti voulait la séduire musicalement. Donc ça, je trouve ça très beau. Donc retour à la fonction érectile de la musique. Merci Régis Campo.